Bienvenue sur la chaîne du bien-être. Il y a quelque temps, nous avons proposé de nous envoyer des idées de sujets. Alors nous avons trié parmi vos mails et est arrivé largement en tête ce que l'on va nommer aujourd'hui comme étant un état, un syndrome et non pas une maladie, puisque ce n'est pas encore reconnu comme maladie professionnelle. Il s'agit du burn-out. Le burn-out, pourquoi? Pour qui? Comment l'éviter? Comment s'en sortir? Ce sont des questions que nous allons poser tout de suite à Geneviève Krebs. Geneviève, bonjour. Bonjour Richard. On parle de burn-out aujourd'hui. Oui. Si on le traduit en français, c'est donc syndrome d'épuisement professionnel. Voilà. Je vais me faire l'avocat du diable une nouvelle fois, j'adore ça. Et je vais penser à mes grands-parents qui ont connu les premières heures de l'industrie, ou qui ont travaillé à la mine, ou des gens qui ont travaillé dans des conditions très très difficiles, très rudes, à l'époque, sans récupération. Les temps ont beaucoup changé. Hein. On a eu les congés payés, la 5e semaine de congés payés. En France, les 35 heures, les RTT, une meilleure prise en charge du personnel en général. Et pourtant, vous, en tant que coach, vous n'avez jamais entendu autant parler de burn-out. Pourquoi? Oui, on n'a jamais entendu parler autant de burn-out que ces dernières années. On va dire à peu près reconnu depuis les années 1970. Pourquoi? Comment tout cela se met en place? Je pense qu'il faut définir aussi le burn-out avec les causes qui provoquent le burn-out. Souvent, on a tendance à se dire que c'est un rapport avec la pénibilité du travail, c'est vrai, avec les changements et les bouleversements économiques, avec les nouvelles technologies qui arrivent, avec la pression de la clientèle où tout est souhaité pour hier, donc une pression au niveau des délais, avec une suractivité, avec un surinvestissement qui est demandé par rapport aux travailleurs en règle générale. Oui, mais quand même. Et quand même, les sujets principaux de burn-out que moi je peux accompagner depuis quelques années maintenant, principalement se situent dans un autre volet d'explication. C'est-à-dire que je constate que les personnes qui se sont surinvesties, qui ont été très motivées pour leur travail, qui ont été d'une présence et d'une motivation exemplaire, n'ont plus suffisamment de temps pour pouvoir trouver l'intérêt et la motivation, les critères qui faisaient leur motivation pour leur travail. Et la situation dure, et à un moment donné, le burn-out s'installe. Mais attention, le burn-out ne s'installe pas comme ça un beau matin. Quand les effets sont constatés un beau matin, c'est que le processus, qui est très lent, a déjà démarré au fil des mois. Donc c'est vraiment, Richard, à la fois une situation, on va dire, qui est portée par l'économie, par les aspects sociaux, par l'entreprise, mais également une situation qui est portée par le regard qu'on a soi-même et le rapport que l'on a à son travail. Il y a une implication sur les deux volets, et c'est certainement aussi pour cela que la question de est-ce qu'il faut reconnaître le burn-out comme une maladie professionnelle, oui ou non. C'est très très délicat à discuter, et c'est certainement pour cela que la question prend autant de temps à être définie. Geneviève, j'aime souvent rappeler également que vous n'êtes ni médecin, ni psychiatre. Oui. Vous êtes coach et vous travaillez dans les entreprises et vous côtoyez de plus en plus de burn-out, on l'a dit. Et donc vous êtes à même quand même de nous donner quelques explications sur ce sujet, et notamment la différence entre ce qu'on appelle la dépression nerveuse, le burn-out, et surtout aujourd'hui nous éclairer et nous donner les premiers signes de burn-out. Se dire à quel moment on doit tirer la sonnette d'alarme, se dire attention là, je suis en train de plonger. Plein de bonnes choses dans votre question, Richard. Je vais prendre point après point. Souvent, le burn-out est apparenté à une extrême fatigue. Même si la fatigue est un des signes, la fatigue ou la fatigue chronique, qui est encore autre chose, qui est encore une autre pathologie,
C'est quelque chose de complètement différent du burn-out. Lorsqu'on est fatigué, on va dormir, on va se ressourcer, on va faire attention à la qualité de son sommeil et la récupération se fait et on est à nouveau disponible, on va dire, pour une bonne performance. Le burn-out, la fatigue liée au burn-out installe, on va dire, une non-disponibilité pour une bonne performance à son travail. La dépression, Richard, c'est vraiment une maladie, c'est une pathologie qui est reconnue. Le burn-out n'est pas une maladie reconnue. En revanche, le burn-out peut amener doucement à une forme de dépression, à une dépression avérée et donc un risque accru, un risque très important de suicide. C'est pour ça que le burn-out doit être pris vraiment avec beaucoup de sérieux et dès que vous détectez et dès que la personne détecte quelques signes mineurs, quelques signes surtout aussi majeurs au niveau de sa santé, on va définir lesquels, surtout consultez. Consultez votre médecin généraliste, consultez un médecin psychiatre si vous avez tendance à partir vers des états émotionnels que vous ne gérez plus, vers des états émotionnels négatifs, vers une dépréciation de qui vous êtes, de vos compétences, de votre travail, vers des signes physiques qui sont des maux de tête, des maux de dos, des organes qui peut-être ne fonctionnent plus correctement. Ça peut être au niveau de la digestion, mais je pense aussi à des douleurs musculaires inexpliquées, à des douleurs articulaires. Enfin, les signes sont donnés par le corps, les signes sont donnés par le cerveau émotionnel et aussi par le comportement, puisque certaines personnes qui sont atteintes de burn-out ou qui sont sur la pente pour aller vraiment vers le burn-out peuvent avoir aussi un repli sur soi, un besoin de prendre du recul, de s'isoler, de ne plus aimer et apprécier être avec les gens qui partagent le monde du travail, parce que encore une fois, le burn-out, contrairement à la dépression qui touche tous les domaines de la vie, le burn-out est vraiment focalisé sur le rapport que j'ai avec mon travail, la place que mon travail est en train de prendre ou a déjà pris sur ma vie. Voilà, le questionnement est vraiment important à ce niveau-là. Donc d'une part, pour reformuler, il est important d'aller consulter un médecin pour qu'une prise en charge soit établie pour soigner toutes les pathologies et tous les signes dont on vient de parler, et donc calmer déjà tout le processus à ce niveau-là. Et d'une autre part, et c'est surtout à ce niveau-là que moi j'interviens, soit au cours du processus ou au retour avant de revenir dans l'entreprise mais au fait, si je faisais le point par rapport à mon rapport à mon travail, c'est quoi? Qu'est-ce qui au départ a pu m'intéresser par rapport à ce travail? Qu'est-ce que je suis venue chercher? Qu'est-ce qui m'a motivé? Quelles sont les valeurs qui sont en phase, les miennes, avec l'entreprise, avec ce travail en particulier? Et l'écart, c'est devenu quoi? Entre ce que j'attendais, mes besoins et mes attentes, et ce que le travail me permet de répondre par rapport à ça, où j'en suis? On parlera de votre rôle de coach après, oui. Parce que vous avez une spécialité dans ce domaine. Oui. Vous avez travaillé notamment en Suisse. Oui. J'aimerais que vous nous éclaircissiez également sur autre chose, sur les catégories, excusez-moi, socio-professionnelles les plus touchées. Paradoxalement, quand on regarde les études, en général, ce sont les gens qui sont dans la relation d'aide. Mais pas que. Oui, j'ai lu quelques-uns de vos articles et qui disent que, attention, ne sortez pas trop de votre zone de confort au niveau de votre job. Ne vous lancez pas comme ça dans l'océan sans trop savoir nager. Bon, là encore, il y a beaucoup de choses intéressantes dans cette question-là. Catégorie socio-professionnelle.
Il y en a pas. Il y en a pas. Le burn-out peut toucher absolument tout le monde. Le profil de la personne qui peut être, on va dire, sensible par rapport à un état de burn-out, c'est qui? C'est la personne qui s'investit, qui se surinvestit par rapport à son travail. C'est la personne qui va être hyper motivée pour un projet, pour un nouveau job, qui va y croire à fond, qui va donner absolument d'elle-même et sur la durée. Ça ne lui coûte pas, c'est quelque chose de naturel et c'est quelque chose qui est lié au plaisir. Parce que à ce moment-là, il y a encore une réponse à « je viens chercher quelque chose dans le travail et j'ai satisfaction ». Mais à un moment donné, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, avec toutes les transformations économiques, avec la pression, qu'elle soit encore une fois au niveau du client, au niveau de l'organisation, au niveau des nouvelles compétences à acquérir, des nouveaux savoirs, un surinvestissement ou une surcharge surtout de travail, il reste plus qu'un tout petit chouïa, un tout petit rien du tout pour ce plaisir qu'on venait chercher, ce qui nous a amené vers cette entreprise-là, ou vers ce projet-là, ou vers cette mission et ce travail-là. Et c'est surtout là qu'est le danger. Donc c'est pas, le burn-out ne touche pas, j'allais dire, quelqu'un de, on va dire un peu laxiste, un peu comme ça, je vais pas utiliser le mot fainéant, mais c'est vraiment, le burn-out va toucher ce que les entreprises nomment les très bons éléments sur lesquels elles ont investi. Voilà, ça c'est déjà je pour... Je comprends mieux pourquoi j'ai jamais fait de burn-out, moi. Il y avait d'autres aspects dans votre question, Richard. C'était, je me souviens plus, il y avait à la fois les personnes, la catégorie socio-professionnelle, oui. Non, il y en a pas. Si je prends l'âge, non, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Si je prends les domaines d'activité, vous me parliez de la relation d'aide, la santé, etc. Justement, les personnes qui ont commencé à parler, à évoquer le burn-out dans les années 1970, ont vraiment imputé cet état-là à tous les personnels de santé, et aux personnels qui étaient dans la relation d'aide, en soutien aux autres. Très très rapidement, on s'est rendu compte, d'autres chercheurs, d'autres scientifiques, d'autres professionnels, d'autres médecins se sont rendus compte en observant que ça touche absolument tous les métiers. Alors, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est déclaré en burn-out? Je crois que les entreprises, c'est relativement récent, hein, c'est là qu'il y a un vrai paradoxe, hein, c'est pas reconnu comme maladie professionnelle, mais par contre, les entreprises ont des devoirs et des responsabilités dans ce domaine. Oui. L'entreprise a le devoir de veiller au bien-être et à la santé psychologique et physique de ses travailleurs. Donc, dans ce sens-là, mettre une surveillance, on va dire, sur les salariés, sur les employés, les travailleurs, nommer la ressource humaine et toutes les personnes qui font la ressource humaine dans les entreprises, comme vous voulez, derrière, ce sont des hommes et des femmes, avec des forces, avec aussi des fragilités, avec un contexte qui peut faire que il y a du bien-être ou il y a un mal-être qui s'installe. Donc surveiller. L'entreprise se doit de surveiller. Elle a différents dispositifs qui sont à sa disposition. Ça peut être tout simplement une surveillance. Je regarde, j'observe, j'écoute, j'entre en entretien. Il y a des questionnaires qui sont établis par des organismes étatiques. Et il y a un travail de fond. Alors cette fois-ci, un travail qui peut être un travail en développement personnel, un travail de questionnement de soi avec soi, toujours par rapport à cette relation que la personne, que chacun d'entre nous, on n'est pas à l'abri, hein, ni vous ni moi, mais au fait, mon travail, aujourd'hui, j'en suis où avec mon travail? J'en suis où avec mon investissement, mais aussi ce que le travail m'apporte? Si c'était à choisir ce travail que j'ai choisi pour ma part il y a une vingtaine d'années,
est-ce que je le choisirais encore aujourd'hui? En quoi il m'apporte encore? En quoi il me permet de me réaliser? En quoi il me permet d'assouvir, d'exprimer, de réaliser dans la matière mes valeurs? Ou en quoi je suis complètement en train de m'en éloigner et du coup je me mets en danger. Voilà, il y a quelque part une surveillance à la fois personnelle, à la fois de la responsabilité de l'entreprise, et l'entreprise a également la possibilité, par la médecine du travail, lorsqu'il y a un doute sur vraiment l'état de santé de la personne, de pouvoir s'appuyer sur les médecins, en extérieur, la médecine du travail, etc. Les médecins et les psychiatres éventuellement. Oui. Justement, vous avez, et on va y arriver, une technique bien particulière. Souvent les entreprises à présent, ça a été le cas en Suisse longtemps, parce que vous avez exercé dans ce beau pays, et en France, de plus en plus d'entreprises vous consultent et vous demandent de venir lors du retour à l'emploi, après un burn-out, même après une longue maladie, après une longue absence du salarié dans l'entreprise. Oui. Alors le burn-out, il n'y a qu'un médecin, évidemment, qui peut poser le diagnostic et qui peut poser le fait qu'il va y avoir un arrêt de travail ou pas. Il va y avoir une prise de médicaments, d'un traitement ou pas. Tout dépend quand la personne va consulter. Est-ce que la personne a été suffisamment à l'écoute d'elle-même en amont pour pouvoir dire là, il y a un truc qui cloche et je crois que j'ai besoin d'aide parce que je crois que je suis vraiment sur une pente dangereuse. Donc à ce moment-là, il est peut-être encore possible de laisser la personne en place dans l'entreprise et de pouvoir l'aider. Un traitement médical, encore une fois défini par un médecin, va pouvoir soulager, faire en sorte que la personne va basculer tout doucement à nouveau vers un bien-être. Une fois que ce bien-être, cette récupération sera définie, c'est là que j'interviens. Là, c'est en amont quand la personne est restée en entreprise. Tout simplement pour définir, pour mettre sur la table ces fameuses questions, mais au fait où j'en suis par rapport à mon travail. Quelle est la relation que j'ai par rapport à mon travail? Quel est l'équilibre que j'ai pu organiser entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle? Mon travail, il s'implique comment dans ce que je vis aujourd'hui? Ces questions-là, elles sont déterminantes. Une personne pourra s'arrêter ou pas, se soigner par une prise de médicaments ou pas, ça va la soulager si elle a, encore une fois, des signes physiques et de santé qui méritent une prise en charge médicale. Mais à un moment donné, si on s'arrête là, la question de fond, si elle n'est pas traitée et prise en compte, ben le burn-out va revenir. Le processus va revenir et il va y avoir une rechute. Alors oui, j'interviens beaucoup lorsque la personne avec l'entreprise a défini, et le médecin évidemment a défini le moment du retour, alors avec un accord tripartite, mais j'interviens à ce moment-là, justement pour éviter de revenir dans le contexte de l'entreprise et de retrouver exactement la même situation. Alors j'ai pas parlé à présent d'une pression qui pourrait y avoir, émotionnelle ou autre. Ça, c'est un autre mal-être de l'entreprise qu'on peut retrouver dans l'entreprise, qui peut aussi amener à une dépression, à des tentatives de suicide. Je pense notamment au harcèlement, à de la pression émotionnelle, mais avec une relation de personne à personne qui est vraiment très chargée. Le burn-out, j'ai envie de dire, il y a besoin de personne pour tomber en burn-out. C'est soi avec soi-même et la relation que l'on a avec son travail. Inutile d'avoir des personnes malveillantes pour tomber en burn-out. Rappelons aussi des chiffres. Oui. Si on n'accompagne pas souvent l'employé au retour à l'emploi, oui. 70% des cas, oui. c'est retour à la maison, c'est du temps perdu. Oui. Donc voilà. 70% des cas en première rechute
Et lorsqu'on continue à ne rien faire, c'est-à-dire à pas aborder la problématique de fond, on a 50% de reshoot une deuxième fois. Voilà, ce qui est énorme, c'est énorme. On va finir, je dirais, par des notes d'optimisme. Ah oui. D'une part, j'aimerais qu'on synthétise un peu tout ce qu'on a dit. Le burn-out, comment on peut l'éviter? Et puis surtout, dans quelles conditions, les meilleures conditions, on peut s'en sortir? Comment l'éviter? Je vais redire ce que j'ai évoqué tout à l'heure. En ayant une écoute de soi-même, en surveillant, en détectant tous les signes que notre corps ou notre système émotionnel peut nous envoyer, en observant un changement au niveau des comportements. Parmi ces signes, il peut y avoir également une tendance à l'addiction. Soit dans sa façon de manger, soit une addiction à l'alcool ou d'autres substances, sont également des signes à surveiller. La personne se connaît individuellement, on se connaît, on a à peu près nos points de repère. Après, la surveillance vient aussi de l'entreprise. Déjà, c'est une obligation. Il y a un gros travail quand même qui est en train de se faire dans les entreprises au niveau de la maîtrise des risques psychosociaux, toutes les démarches aussi volontaires pour améliorer la qualité de vie au travail. Tout ça, ça contribue à cette surveillance. Voilà, on en sait un petit peu plus. On vous remercie, Geneviève. Merci à vous. On se dit à très bientôt. Oui, avec plaisir. À bientôt. Merci de nous avoir suivis. Vous voulez en savoir plus sur le burn-out? Rendez-vous sur le site de la chaîne du bien-être. Vous y retrouverez de nombreux écrits de Geneviève Krebs. Une fois n'est pas coutume, j'aimerais lancer un petit coucou du côté des montagnes Helvètes à un ami de la chaîne du bien-être qui est un grand compositeur et qui nous a accordé un peu de son temps et de son talent pour composer le générique que vous entendez dorénavant, avant et après les petites capsules vidéo. Il s'agit de Evie. Merci l'ami. Quant à nous, on vous souhaite le meilleur et on vous dit à très bientôt.